Seconde partie de notre débat consacré toujours à cet attentat manqué et arrêté vendredi à bord du Thalys. On en parle avec nos invités. Gérard Lopez, je rappelle que vous êtes psychiatre et président de l'Institut de victimologie. Louis Bernard, fondateur de Laker Cake, cabinet de conseil en gestion de crise. Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et auteur du Sursaut ou le chaos aux éditions Plomb. Et Cem Sakrouf, expert en renseignement, ancien analyste à la direction du renseignement militaire. J'aimerais commencer cette deuxième partie par les mesures que vous évoquiez tout à l'heure pour assurer la sécurité dans les gares, savoir un armement des policiers, qu'ils soient en civil ou pas, pour qu'ils interviennent. Allez-y. Il faut, si on regarde les attentats à l'arme de guerre ces dernières années dans le monde, ceux dont les dégâts ont été limités sont systématiquement ceux au cours desquels les attaquants ont été pris à partie par une riposte le plus vite possible. Si vous écoutez la bande audio de l'attaque de Copenhague du 15 février 2000, où était d'ailleurs présent un ambassadeur de France, vous entendez, il y a une conférence avec, on entend la personne en train de parler, tout à coup on entend le tir de Kalachnikov, qui est caractéristique quand on connaît, ça 6 secondes, avec des bruits de panique, des cris, des bruits de chaises qui tombent, etc. On entend la réponse du 9 mm de la police, ça dure 3 secondes, il y a un échange, et après le tireur s'en va. Le tireur est parti, pourquoi? Parce qu'il a réussi son effet, il a tué 5 ou 6 personnes, et il n'a pas envie de mourir tout de suite, et il a été en faire un autre quelques heures après. S'il n'y avait pas eu de policiers présents, il aurait fait chargeur après chargeur, rangée après rangée, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Donc il faut s'arranger, alors il y a plein de possibilités, mais il faut s'arranger, et il faut admettre que la façon la plus utile, c'est d'augmenter dans des conditions évidemment réfléchies le nombre de gens armés dans les lieux publics susceptibles de riposter. Et la chose la plus facile à mettre en place, c'est de demander à nos policiers, nos militaires et certains civils comme des réservistes qui parfois tirent mieux que les gens d'active et qui sont bien formés, à être armés en civil discrètement pour être ce qu'on appelle des primo-intervenants sur des scènes de massacre. Attendre la police, elle va mettre 3 minutes à venir. 3 minutes, c'est 50 morts. Cem Sakrouf. Oui, comme je disais précédemment, travailler au niveau mondial et au niveau européen sur ces gens qui ont des profils déjà détectés par les services de renseignement, les prendre en compte, mais c'est-à-dire en termes de localisation. On arrive à mettre des bracelets électroniques. Alors, au niveau juridique, je laisse les législateurs et le pouvoir politique s'en occuper, mais commencer à travailler sur cette piste pour qu'on ne dise pas aux concitoyens français, il a tué encore des gens, mais il était fiché S. Ça ne veut rien dire. Alors deux remarques, si ça ne vous dérange pas. Suivre plus précisément les gens pour lesquels on a une raison valable de penser qu'ils sont proches de la mouvance terroriste. C'est évidemment une bonne idée, extrêmement difficile, on manque d'agents, il faut 10 ans pour former un bon analyste, etc. Ça n'empêchera pas quelqu'un comme les frères Tsarnaev à Boston qui sortent de nulle part et qui se sont radicalisés. On a plein d'autoradicalisation, on a l'exemple à Marrakech, on a plein de jeunes Français qui se radicalisent en 6 semaines en regardant l'Internet, même en Normandie, etc. On ne pourra pas voir ces gens-là non plus, donc ce ne sera pas la solution miracle. Ah non, c'est sûr. Miracle non plus. Mais quand on interpelle pour une raison ou une autre, la drogue, celui-là, il a été arrêté plusieurs fois pour trafic de drogue. Moi, tous les djihadistes que j'ai vus en prison, tous, j'en ai vu un petit nombre, je ne dirais pas combien, mais un sacré petit nombre, ils ont tous des antécédents judiciaires. Or, nous avons des outils statistiques pour repérer les gens qui seront dangereux, donc susceptibles de passer à l'acte. Oui. Mais en France, on refuse ces outils parce qu'ils nous viennent des États-Unis. Oui. Parce que nous avons une culture psychanalytique. Bon. Ou on les accepte et on met ces jeunes gens en prison qui, permettez-moi de le rappeler, peut devenir une usine à terroristes et des gens un petit peu paumés, ils rentrent et en sortent surentraînés. Donc le problème... Une question sur Ayoub Al-Kazani, puisque c'est le suspect numéro 1, qui est toujours interrogé par la police. Il en a jusqu'à mardi soir, même plus tard, 24 heures plus 24 heures supplémentaires, voilà. Puisqu'on parle de terrorisme. Il a été fiché. La fiche S, déjà, Thibaut de Montbrial, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est là qu'il y a une confusion chez beaucoup d'observateurs. La fiche S, c'est une fiche qui est interne à la DGSI, c'est-à-dire au contre-espionnage, oui. Et qui indique que la personne qui y figure
est susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais, et c'est évidemment une objection de taille, Il n'est pas surveillé. les gens ne sont pas forcément localisés. En l'espèce, et si j'ai bien compris, parce que mes sources ne sont que celles que je lis dans la presse depuis 3 jours, mais les services espagnols ont attiré l'attention des services, notamment français, sur la dangerosité de ce jeune homme, mais sans leur dire où il était. Vous avez beaucoup de gens, attendez, je finis juste parce que c'est essentiel de comprendre, vous avez beaucoup de gens qui sont fichés S, dont on ne sait pas où ils sont. On a l'impression, quand on lit certains articles, que fiche S égale personne localisée, surveillée, etc. C'est pas le cas. C'est pas vrai Il du a tout. multiplié les voyages en Europe. Oui, mais, non, mais visiblement. ça c'est encore plus compliqué. Mais ce que je veux dire très simplement, c'est que être fiché S, ça ne veut pas mécaniquement dire être localisé. Et donc ça sert à quoi ce C'est-à-dire que quand Alors, vous c'est avez le localisé. pédigré de quelqu'un, quand vous l'avez face à vous, que vous l'avez arrêté, vous savez son passif et qu'il représentait une menace pour l'État. Donc on l'a Maintenant- arrêté après un drame. C'est ce que je disais précédemment. Donc, d'où l'importance, je pense, de légiférer là-dessus, que quelqu'un qui a été en lien ou qui est parti à l'étranger rejoindre un groupe terroriste, ils ne vont pas en Syrie pour rejoindre l'armée de Bachar al-Assad, ils vont forcément s'allier aux rebelles qui sont, pour la plupart du temps, des groupes terroristes. Une fois à leur retour, de travailler avec les autorités des pays amis et de suite leur mettre une balise pour pouvoir identifier s'ils s'approchent des aéroports ou des transporteurs français ou de sites, j'allais dire, sensibles. On a des outils juridiques, on a le suivi socio-judiciaire. À partir du moment où on a interpellé quelqu'un, que ce quelqu'un subit ou bénéficie, parce que quand même, je ne sais pas si est la planche sur laquelle je suis assis, bénéficie d'une expertise, qu'on estime qu'il est dangereux, il peut avoir un suivi socio-judiciaire, il peut avoir, comme vous disiez vous-même, un bracelet. À partir de ce moment-là, ce n'est pas des centaines de milliers de gens. Tout à fait. Mera, il avait des antécédents judiciaires. Les frères Kouachi, ils avaient Tout à tous fait. été maltraités. Tout Enfin, à je veux fait. dire, la plupart des dangereux ont des antécédents Tout à fait. judiciaires, sont dangereux. Ils basculent souvent du grand banditisme au voilà. terrorisme. Parfois en passant par la case prison. Et Oui, ça, bah, c'est parfois évidemment. partie du problème plutôt que partie de la solution, ou aussi partie de la solution. Oui, mais il y a des gens qui passeront. Alors, soit ils passeront dessous, Oui, je pense mais là, aux frères ça- Tsarnaïef bien à Boston. sûr. Bien sûr. Oui, Et Bernard, soit ils auront une autre cible, parce que le Thalys est une très bonne cible. L'aéroport, c'est très difficile aujourd'hui de sortir une Kalachnikov dans un... Mais on ira à Hypercacher, on ira dans une école à Toulouse, etc. Enfin, des cibles, ça... qu'est-ce qui Oui, est mais une personne nouvelle peut cible? répondre à ça. On ira sur le marché. Bah Voilà. oui. Excusez-moi, Les mais cibles symboliques. la cible de vendredi, c'était qui alors? C'était les Européens, les Occidentaux? bien sûr. Oui, l'Occident. Bah, c'était surtout l'Occident. pouvoir amener de l'armement sur un vecteur de transport où il était sûr qu'il aurait à disposition des gens à massacrer. Oui, c'est ça. Ils ont trouvé une faille en pouvant embarquer à Bruxelles parce que justement, ce travail d'identification sur ce train, ils ont dû s'apercevoir qu'il pouvait monter de l'armement. D'où l'importance de, s'ils avaient fait un repérage et que j'ai un visualisateur cartographique comme on l'a dans les services de renseignement et que je vois qu'un individu fiché S ou fiché pour terrorisme ou en lien avec le terrorisme va à une gare, moi, de logique, hein, dans les services, je préviens la gare en leur disant attention. Alors, une précision, il est monté donc à Bruxelles à bord de ce Thalys. La Belgique est souvent présentée comme une plaque tournante de oui, tout à fait. C'est des armes illégales qui viennent de quoi? De l'Europe de l'Est? C'est surtout un nid de salafistes, un nid de rebelles qui sont dans l'opposition en Syrie. Ils se retrouvent tous là-bas. Et il y a beaucoup de trafic d'armement qui circulent, et trafic de drogue. Il y a des connexions. Il y a des armes qui viennent de l'ancienne Yougoslavie. Il y a aussi beaucoup d'armes qui circulent depuis l'aventure libyenne de 2011 et qui ont été généreusement livrées par les Français et dont beaucoup ont disparu. Il y a des missiles solaires qui ont un peu disparu de la circulation, ce qui inquiète beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais ça inquiète beaucoup les services de sécurité français et les compagnies aériennes qui circulent en France. Et la complexité de tout ça, c'est qu'on n'a pas la panacée. Ce que dit M. Akrouf est une bonne idée. Le fait d'armer des gens, comme on en a parlé tout à l'heure, ça permettra une riposte et peut-être de limiter de quelques pourcentages de succès d'actes terroristes. Mais ce qu'a dit Louis Bernard est essentiel. Nous sommes, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une situation identique aux campagnes terroristes précédentes, c'est que nous sommes attaqués par des gens qui nous ont déclaré la guerre, et quand quelqu'un te déclare la guerre, il faut entendre ce qu'il te dit. Même si toi, tu ne veux pas faire la guerre, lui, il veut te la faire. Donc, il faut s'y préparer. Et ces gens
les fantassins de cette armée de l'État islamique sont des Français. Et la difficulté, c'est qu'ils sont des milliers. Et donc, on se retrouve avec un problème de nombre et un problème de moyens corrélatifs. Et pour terminer, ils sont des milliers prêts à passer à l'acte et des dizaines de milliers de sympathisants, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas politiquement correcte, mais qui est une réalité génératrice de grandes inquiétudes futures. Alors, on va revenir sur Ayoub Al-Kadzani, parce que pour l'instant, rien ne nous dit qu'il est affilié à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. On va faire un point sur l'enquête en images. La trace d'Ayoub El-Ghazzani passe bien par la France. Les enquêteurs ont retrouvé un document de travail à son nom, dans cette entreprise de Saint-Denis, une société de télécommunications. L'auteur de l'attaque pourrait avoir travaillé dans ces locaux plusieurs semaines. C'est en tout cas ce que dit son père dans une interview donnée à la presse anglaise. 6 jeunes Marocains d'Algeciras, dont mon fils, ont été recrutés pour travailler en France dans une société de télécommunications pour un contrat de 6 mois en février 2014. Après un mois, ils ont été licenciés. Ayoub El-Ghazzani est en garde à vue depuis samedi matin dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. Face aux enquêteurs, il reste flou sur son parcours. Il dit être passé par la France, mais ne précise ni la durée ni la période de ce séjour. L'auteur de l'attaque du Thalys aurait-il pu être repéré avant sur notre territoire? Du côté des renseignements français, Ayoub El-Ghazzani a fait l'objet d'une fiche S en février 2014, après son signalement par la police espagnole comme potentiellement dangereux. Depuis, les services français n'ont jamais noté sa présence sur notre territoire. Ces derniers mois, selon les services espagnols, il vivait en Belgique. James Akrouf, qu'est-ce qu'on cherche là qu'est-ce que cherchent les enquêteurs depuis vendredi? À savoir déjà s'il y a des complices? Bien évidemment, on va savoir déjà son passif au point de vue déplacement, avec qui il est en relation. On va essayer de voir sur la téléphonie mobile de ce qui a été trouvé, avec qui il était en lien. Il dit c'est de procurer l'armement sur place en cherchant des fraises, voilà, bien évidemment. Dans un pont. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du travail des services de renseignement intérieur. Ils vont échanger pour avoir des données avec les autres pays par où il est passé. Et donc, essayer de déterminer des complicités, qui lui a fourni l'armement, et surtout, est-ce qu'il avait un plan d'exfiltration, ou c'était tant qu'il a des balles, il continue. Est-ce qu'il avait un autre complice qu'on n'a pas identifié dans le train? Voilà, donc tout ce travail-là, pour l'instant, fait l'objet de corrélation, de vérification, et c'est ce que cherchent les enquêteurs, c'est de déterminer le profil et tous ces liens. Alors, ce qui est frappant, c'est que pour l'instant, cet homme nie tout acte terroriste, évidemment. Louis Bernard, il dit qu'il voulait braquer les voyageurs. Ça ne tient pas, évidemment, c'est fantaisiste. Alors, on va dire que ça fait sourire les enquêteurs qui commencent à profiler le personnage. Ce que ça nous dit, en revanche, c'est qu'il a préparé sa sortie. C'est-à-dire qu'il a préparé une ligne de défense où il a été briefé par une avocate commis d'office rapidement, mais probablement il a préparé une ligne de défense au cas où ça ne marche pas. Ce qui est assez intéressant, en fait, quand on parle d'un profil de quelqu'un d'un petit peu illuminé, pas complètement. C'est-à-dire qu'il faudra avoir son réseau qui lui fournit des armes, c'est évidemment la première question. Est-ce qu'il est aux ordres de quelqu'un? Est-ce qu'il est aux ordres de quelqu'un qui l'aurait croisé en Syrie? Est-ce qu'en Syrie, il a appris à manier les armes ou ailleurs? Tout ça est très très important. Et donc, il a préparé son échec. C'est-à-dire, si tu te fais prendre, dis que pas du tout, c'est un crime d'opportunité, je trouve une arme et j'essaye de braquer des voyageurs, etc. Mais c'est la même ligne de défense d'autres terroristes. Si l'armée on se souvient de Yassine Sali aussi, qui avait décapité son patron, il parlait de différents. Mais même Medine Mouche. Oui. Ce qui est très intéressant, et d'ailleurs votre confrère David Thompson, qui suit de près pour RFI ces questions, soulignait l'autre jour sur Twitter que systématiquement, ceux qui sont interpellés dans le cadre d'actions djihadistes nient le caractère terroriste de leurs actes, précisément parce qu'ils espèrent bénéficier de la mansuétude de la justice française, qui est plus sévère dans les textes pour les actes qualifiés de terroristes que pour ceux qui ne le sont pas. Oui, ils sont loin d'être bêtes. Moi, j'ai eu à m'occuper d'un dossier syrien où justement on avait eu des témoignages de gens qui avaient lutté contre l'État islamique. Ils avaient interrogé des islamistes, et ils avaient une doctrine de comportement où on leur disait, si tu te fais attraper, tu nies, tu ne vois pas tes contacts. Donc ils avaient carrément une formation dédiée au comportement avant, après, pendant, comment cacher l'armement, tout ça. Donc ils ont, là je parle pas de ce cas-là précisément, la justice dira ce qu'il en est. Mais voilà, et ces éléments de langage-là, on les prépare. Il peut y avoir une stratégie comme des agents.
Comme des Tout à agents fait, qu'on tout à envoie fait, sur bien le sûr. terrain et qui savent très bien dans leur ordre de mission que s'ils se font prendre, ils seront tout seuls, ils apprennent à nier, ils apprennent à construire une identité, etc. C'est vraiment là, si cette ligne de défense est poursuivie, on voit quelqu'un qui est un agent formé à l'échec de sa mission. Juste l'arsenal, un pistolet automatique, un fusil d'assaut de type Kalachnikov, 9 chargeurs de munitions. C'est énorme. Il y a un Américain qui disait, l'un des Américains, l'un des héros, qui disait, de toute évidence, il n'avait pas reçu une formation sur les armes à feu. Ah non. Je suis perplexe parce que alors on a fini par comprendre en lisant un peu tous les papiers qui ont été faits et en voyant quelques reconstitutions vidéo, on a fini par comprendre ce qui s'est passé. Et le terroriste, après avoir été une première fois désarmé par quelqu'un qui l'a saisi au cou par derrière, et qui d'ailleurs n'était pas un militaire, soit dit en passant, a quand même eu le réflexe de sortir son pistolet et de tirer sur le professeur d'anglais qui venait de lui prendre sa Kalachnikov. Pour être capable, en étant désarmé et étranglé, d'avoir la lucidité de sortir une deuxième arme et de s'en servir, je pense qu'il faut être plus entraîné que ce que certains... La lumière s'en va, mais elle revient, vous inquiétez pas. Mais elle va revenir. Oui, que ce que certains ont pu J'espère. dire. Par contre, ce qui est un fait objectif, c'est qu'il a eu ce qu'on appelle un incident de tir avec sa Kalachnikov. Alors il y a deux sources d'incidents de tir. Il y a la source humaine, l'erreur de manipulation, et puis la source technique, c'est-à-dire que l'arme s'enraye, pour parler vulgairement. Et ce qui a été la chance de tous les gens, à commencer par les militaires américains. Mais c'est de l'amateurisme ou pas? Mais on ne peut pas le savoir, puisque moi je ne pense pas. C'est-à-dire que le film tel qu'il est décrit me laisse penser que le type a quand même un minimum de formation sur les armes. Après, l'enquête l'établira. Hein, Louis Bernard, vous êtes dans la lumière. Moi, je dis la même chose. Je pense que le peu que j'ai compris de la reconstitution, j'ai le même avis. On voit quelqu'un qui n'a pas trouvé les armes un quart d'heure plus tôt. Si vous et moi on trouvait une Kalachnikov, il faudrait un temps de prise en main, et c'est pas immédiat. Et donc, j'y crois pas. Et moi, trop. comme expert, je dis qu'il faut être prudent et attendre. Alors, un mot des motivations. On ne sait rien pour l'instant de ses motivations. Le motif religieux n'est pas retenu pour l'instant. On sait juste qu'il a fréquenté une mosquée salafiste en Espagne. Oui, qu'il se déplace, qu'il est lié, qu'il a des amis salafistes. La justice va vite démontrer que, je pense, qu'il y a forcément un petit peu de terrorisme derrière. Maintenant, faut rester prudent. Non, mais excusez-moi. Je pense que ça n'a quand même pas un profil de crime passionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Moi, je trouve que c'est bien d'être prudent. C'est bien, et il faut attendre la fin de l'enquête, etc. Moi, j'étais très frappé vendredi soir par le fait que, dans le même temps que notre ministre de l'Intérieur s'exprimait, avec toutes les précautions de langage qu'on lui connaît, le Premier ministre belge, Charles Michel, tranquillement, a juste déclaré que c'était une attaque terroriste. Et hier, d'ailleurs, quand une de vos chaînes concurrentes lui en faisait la remarque, il disait « Ah, mais monsieur le Premier ministre, vous avez été beaucoup plus direct que les autorités françaises. » Il a répondu « Il faut appeler un chat un chat. » Et j'avais des informations qui me laissaient à penser qu'aujourd'hui, tout le monde a ces informations. Regardez sur la prudence. Je pense quand même qu'on peut dire que c'était une attaque terroriste. Sur la prudence, j'ai entendu parler de motifs religieux. C'est aberrant. Rien de religieux, c'est purement politique. C'est politique. Oui, moi, je vois mais pas quelqu'un ici a parlé de motifs religieux. C'est la question. C'est terrible de dire. Oui, mais le problème, c'est que le politique, c'est du politique fondé sur du religieux. Mais là, on va tomber dans le débat dont on n'a pas le droit de parler en France, donc on ne va pas en parler. Et sans motif religieux, la structuration terroriste de son acte était, on va dire, suffisamment établie pour les autorités belges. On parle d'attaque, d'attentat. C'est la haine de l'Occident, c'est l'humiliation permanente que l'Occident inflige aux Arabes depuis les croisades. Excusez-moi, c'est quelles qu'en soient les raisons, l'expression armée d'un projet politique qui vise à imposer l'islam radical dans son acception à la fois religieuse et politique. Mais pour l'instant, là, on a... Oula, alors là, pour le coup... j'aurais pas dû dire ça. C'est pas un L'obscurantisme. Bon. Non, mais quoi qu'on puisse en dire, je comprends la prudence et les propos qui sont tenus. C'est des gens qui veulent qui se rattachent, qui aient des liens humains, électroniques, numériques, avec quelqu'un derrière. Qui se rattache à un groupe, on a compris. Voilà, et qui passent à l'acte parce qu'ils veulent nous faire du mal, que ce soit religieux, pas religieux dans leur tête. Comme a dit Thibault à l'instant,
c'est des terroristes. Ah, ça, c'est tout simplement. C'est pas le procès de la religion, c'est quelqu'un qui veut faire du mal à des valeurs qui sont contre une idée qui se fait. Et il veut que l'affaire soit médiatisée. Il veut que l'affaire soit médiatisée ça marche, aussi. Excusez-moi, alors je parle pour moi. Oui. On ne fait qu'en parler depuis vendredi. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup plus que les dizaines de morts qu'on a eu sur les routes entre-temps, qui étaient un week-end normal sur les routes de France. Ou que les 2 enfants comme ça que ça qui meurent fonctionne. tous les jours. Tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est bien d'en parler. On en parlait au début du débat, de parler de ce cas sous le prisme, l'héroïsme de ces gens qui ont désarmé un agresseur est une bonne façon d'en parler. C'est comme ça qu'on fera comprendre aux gens du danger potentiel. Donc c'est une très bonne chose. Et moi, je trouve pas qu'on parle trop de terrorisme. Et puis surtout que ça risque de se reproduire. Donc, vaut mieux en débattre et essayer d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire en termes de prévention, de donner peut-être à nos politiques de quoi légiférer sur des choses intéressantes qui permettent aux Français de se sentir moins en danger. Parce que dire il était fiché S, où on savait qu'il était en lien, je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'associer à des démissions. Ça sert à quoi de légiférer si on n'a pas les moyens d'appliquer la loi? Pour conclure, tout à fait. Vous avez lancé une perche de conclusion. Rien. C'est vrai qu'il y a des morts sur les routes, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont victimes de violences. 2 par jour. Mais quels que soient les aspects dramatiques individuels de ces choses-là, ce ne sont pas des actes collectifs qui remettent en cause les fondements de notre société. Alors que le terrorisme tel que nous le vivons actuellement et tel que nous n'avons pas fini de le vivre, ça c'est de nature à remettre en cause les fondements de notre société et c'est normal qu'on en parle et c'est très bien qu'on commence à réaliser qu'il faut se défendre. Et vous savez quoi, on va continuer à en parler avec Myriam Amlal tout de suite. Le débat continue avec vous, Myriam Amlal. Bonsoir, c'est un œil sur les médias. Bonsoir Julien. Alors... Et l'attentat déjoué donc dans le Thalys, on en parle évidemment sur les réseaux sociaux et sur Internet plus globalement. Alors on ne peut pas échapper à cette photo, c'est les visages des héros en compagnie de François Hollande, décorés de la Légion d'honneur. Elles sont partout sur les réseaux sociaux. On n'y échappe pas, mais on n'échappe pas non plus aux questions qui fâchent. Les questions qui fâchent sont autour de la sécurité. Comment sécuriser les gares et les trains? Vous voyez cette photo qui illustre bien le tracas du gouvernement, tire dans un Thalys, des mesures s'imposent et vous avez Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui dit nous allons placarder cet avertissement dans tous les compartiments et l'avertissement en question, je vous le lis, il est formellement interdit de tirer sur les voyageurs sous peine d'amende. Donc, ça me fait penser au petit lapin dans le métro, tout à fait. Il ne faut pas se mettre les doigts dans les portes. Exactement, voilà. Ça me fait penser aussi à ça. Et puis vous avez un autre dessin qui illustre cette fois l'inquiétude des passagers. Vous avez un homme à terre, ligoté, visiblement un terroriste, qui dit il n'y aura pas toujours des soldats américains par hasard dans les trains. Et vous avez la passagère qui répond vous croyez qu'on n'y pense pas, ce qui illustre aussi l'inquiétude des passagers. Et puis vous avez un autre dessin qui pointe du doigt les problèmes. Regardez, vous avez des hommes armés qui rentrent dans un Thalys et vous avez le contrôleur qui dit bon voyage dans l'espace Schengen. Voilà, c'est une question qui est posée. Alors, quelle solution? Je vous entendais dire tout à l'heure qu'il y a eu très peu de mesures prises. Eh bien, il y a la solution des contrôles aléatoires. Et cette question, bien sûr, quand on parle de contrôle aléatoire, on évoque le délit de faciès. La question a été posée au ministre chargé des Transports, au secrétaire d'État chargé des Transports. Et sa réponse a beaucoup choqué. Regardez, Alain Vidali dit, je vais essayer de vous lire sa réponse. Il préfère qu'on discrimine pour être efficace. Voilà, en gros, c'est ça. Il préfère qu'on discrimine pour être efficace. Alors, bien sûr, ça a beaucoup réagi autour de cela, notamment sur Twitter. Vous avez le porte-parole du Parti communiste, Olivier d'Artigol, qui dit « Quand un ministre justifie la discrimination pour lutter contre le terrorisme, il ne parle plus au nom de la République. » Donc vous avez beaucoup de réactions de la sorte, mais vous avez aussi ces dessins qui circulent, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le débat, l'antagonisme liberté-sécurité, c'est un vieux dessin qui est de nouveau tweeté. Vous avez cette dame qui promène cet animal qui ressemblerait à un dinosaure. Elle représente la liberté, le dinosaure, la sécurité. Ensuite, on voit qu'elle a du mal à le faire avancer. Elle est toute petite à côté de lui. Et puis, à la fin, le gros méchant dinosaure qui illustre la sécurité a mangé la liberté. Donc, c'est un sujet qui intéresse les twittos et les internautes, puisque ce dessin existe déjà et je l'ai déjà vu auparavant, mais il est de nouveau tweeté sur les réseaux sociaux. Alors, je vous le disais, la photo du jour, c'est bien sûr les héros qui sourient, mais il y a aussi les tweets malheureux, celui de la directrice, la rédactrice en chef de Elle Belgique. Elle a tweeté, et son tweet a été très mal interprété. Je vous lis son tweet. Alors, elle dit « Monter dans le Thalys et résister à l'envie de dévisager tous les mecs bronzés avec des sacs.
il y en a plein entre parenthèses, hashtag paranoïa. Alors son hashtag paranoïa est passé inaperçu, elle a dû s'expliquer, elle a été taxée de vouloir faire des amalgames, d'encourager à faire des amalgames. Elle a dû s'expliquer en remettant dans le contexte son tweet, elle était dans un Thalys, il y avait un homme bronzé qui fouillait dans son sac et tout le monde le dévisageait. Elle explique qu'elle a détourné le regard pour regarder par la fenêtre, pour éviter justement de céder à la paranoïa et à la panique. Elle s'est expliquée, est-ce que ça a été compris? On ne sait pas encore, mais je pense que ça a tout de même fait le buzz. Il faut faire attention avant de tweeter. Voilà le tweet, on le voit ici. Donc, je vous le disais aussi... beaucoup de visages de héros. On le voit encore sur cette photo sur Slate, mais il y a aussi des petites histoires qui ont intéressé la presse. Vous ne saviez pas peut-être, mais ils n'étaient pas censés, ces 3 Américains, être dans le wagon numéro 12. Ils ont changé de wagon parce que la connexion Wi-Fi n'était pas bonne. Alors bien sûr, cette histoire est racontée par la presse, mais beaucoup s'interrogent. C'est le destin. Certains disent c'est le mektoub, d'autres diront c'est un complot. Bien sûr, vous doutez bien que la théorie du complot a été avancée, mais pas tant que ça finalement, puisque sur les réseaux sociaux, on se demande, regardez les tweetos, il n'y a pas encore eu de théorie du complot avec l'attentat du Thalys. Pas très réactifs les complotistes, je suis déçue, déclare une tweeto. Et puis vous avez aussi ceux qui se moquent, ça c'est encore une interrogation alerte au complot. Et puis vous avez ceux qui se moquent des théories du complot. L'histoire du Thalys est un complot de la CIA. Les militaires américains étaient en fait des militaires américains. Et vous avez aussi un autre tweet que je trouvais assez drôle sur ce sujet. Un Américain avec un maillot de soccer, de football, c'est pas crédible, ça sent le complot à plein nez. Et ce maillot, en fait, c'est Alec Skarlatos qui portait un maillot de foot. Et vous voyez, sur certaines photos, on lui a changé de maillot, on lui a mis celui du RC Lens. Sachez que Arras-Lens, c'est 10 minutes en TGV. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont souhaité faire ce petit clin d'œil. Et puis encore un autre tweet sur la théorie du complot. Le Thalys venait de Hollande. Coïncidence, je ne crois pas. Donc voilà pour ce qui est de la théorie du complot. Rapidement, parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Le Gorafi.fr nous révèle l'identité de l'homme qui avait aidé